Okay. Great. So thank you so much. Welcome everyone. So I think you heard how to switch language through the interpretation button at the bottom of your screen. So my name is Pier Comizzoli. I am a research veterinarian at the Smithsonian Institution, and I have the honor to chair with Julie this webinar that is hosted and sponsored by SARA Conservation. So most of you are very familiar with the annual meeting of the SSIG that we have organized for many years. And based on a request from the last time, the last SSIG that we had in May 2022, we have decided to organize this webinar in order to keep in touch with our community, a very large community, not only in Northern Africa, but also in the rest of the Middle East, and also in the United States and in other parts of the world. So today, we had a specific request really for One Health. So you're going to hear more about One Health this morning. As you know, this is really the connection between animal, human, and environmental health. And you will get really some kind of a general knowledge about that. But the objective really number one of this webinar, it's not only to give you, an introduction to One Health, but really to talk about One Health in the context of Sahel and Sahara region, which is also something that is not really well known. And also the objective number two, knowing the interest of SARA conservation, is really to try to make a connection between One Health and conservation of endangered species, because this is something, again, that is not really taken of, it's known, but unfortunately there are not a lot of presentations and knowledge about that. So we will have the opportunity to talk about that. So this morning we have a panel of very good speakers. We're going to start. I will introduce them one after the other, but we're going to start with first a general introduction, and then you will get some more specific case studies adapted to Sahel and Sahara to give you more examples of how we can deal with One Health in Northern Africa. As Julie explained, we are not going to take questions in between the presentation. So if you have a questions or a comment, please use the chat. We will monitor the chat during the presentations, and at the end of the webinar, we kept 30 minutes really to address probably, as Julie said, probably not all the questions, but we will try to do our best really to answer some of your questions and comments. So it's already almost 10 minutes past the hour, so I think it's time to start with our first speaker. Our first speaker is generously accepted to give this introduction about One Health, and this is Dr. Richard Ngandolo Bongonare, who is an epidemiologist, microbiologist, and animal health specialist. He is the Deputy Director General of the IRED, which is the Institut de Recherche en Élevage pour le Développement, and he's based in Chad. So, Dr. Richard, thank you so much for coming with us this morning. You can share your screen, and you have 15 minutes for your presentation. And when you are reaching the end of your time slot, I will remind you to conclude. So thank you so much to be with us, Dr. Richard. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai le plaisir de partager avec vous cette présentation, c'est-à-dire ma présentation sur l'introduction en ce qui concerne le One Health. Et vous allez me permettre une seconde pour vous partager l'écran. Et là,
vous allez voir un peu la quintessence de ce que j'aurais à vous montrer. Donc, j'ai besoin juste d'une minute. Voilà. 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 Partager. OK. Je pense que l'écran est déjà partagé. Oui, est-ce Oui. que vous pouvez vous mettre en mode lecture? Oui, en mode lecture, oui. Là, je aperçu en mode lecture, mettre en pause, mode lecture. Ben, en mode lecture, c'est vers le bas, en fait. Oui. Ben, Mais OK. vous pouvez aussi passer les diapos comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez Ça ira passer comme de diapo en OK. diapo comme ça, OK. c'est bon. On voit très bien. OK, donc j'allais vous dire effectivement que je vous remercie pour cette opportunité qui me va tout droit au cœur parce que j'ai été quand même pioniste de One Health ici au niveau de mon pays il y a autour de 22 ans aujourd'hui, avec un projet sur le renforcement des capacités nationales et intégration sous-régionale en ce qui concerne le One Health, où on avait commencé avec une institution qui s'appelait le laboratoire de Farsha, qui est devenu aujourd'hui IRED, et le cadre institutionnel qui avait commencé dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de One Health au niveau national, on a pris comme modèle les zoonoses et on a choisi comme population cible une population appelée la population des nomades. En fait, c'est des éleveurs qui se déplacent d'un coin à un autre. Vous avez parlé de l'intégration de l'environnement et donc c'est à la recherche de l'eau et de fourrage pour leurs animaux. Effectivement, ce premier programme avait inclus le programme institutionnel qui est allé de 2006 à 2010 et on avait mis beaucoup plus en exerce la recherche sur la tuberculose, qui est le bovine tuberculosis, on l'appelle souvent le BTB, et la recherche sur cette thématique est arrivée à intégrer un groupe sous-régional qui a réuni les pays de l'Est, de l'Ouest et du centre africain. Ça aboutit à la mise en place d'un consortium appelé Afrique One. L'initiative pour One n'est pas venue au hasard, c'est à cause du One Health. Et cet consortium a évolué après vers ce qu'on appelle l'Alliance One Health Aspire. Et aujourd'hui, nous évoluons vers le One Health Reach. Effectivement, pourquoi je dis, je vous parle de One Health aujourd'hui, vous voyez ce beau bâtiment, c'est ça le grand bâtiment du laboratoire de LRVZ qui est devenu aujourd'hui l'IRED. En fait, la raison d'être, c'est quoi? La raison d'être, c'est que nous vivons en Afrique dans un environnement qui évolue et vous allez voir, on avait mis en marche la création de cette structure qui a été ouverte en 1952. On avait seulement travaillé sur des maladies uniquement animales. On n'avait même pas parlé de la santé humaine ni de l'environnement. Mais après cette rétrocession de l'institution à l'État tchadien, effectivement, la thématique de l'environnement, de la santé humaine et de la santé animale se sont en fait, ont fait l'objet d'une thématique de recherche qui a emporté, qui a permis à plusieurs universités de s'intégrer au niveau de l'IRED et conduire le projet ensemble. Donc, actuellement, l'IRED, c'est une institution de l'État qui a pour mission la recherche scientifique et technique. Nous produisons des vaccins, on fait des analyses, et puis, bon, nous contrôlons, mais nous valorisons beaucoup plus les résultats de recherche, entre autres, les trucs sur le One Health. Vous allez voir ici pourquoi j'ai mis ces trois logos. En fait, ces trois logos, il s'agit
de s'unir autour d'une thématique de recherche pour essayer de sauver les êtres humains et les animaux. Vous allez voir qu'il y a l'Institut tropical suisse qui est devenu le SUISTIPIEG aujourd'hui, qui œuvre avec les différentes structures sanitaires au niveau du pays dans le cadre d'appui sanitaire, le laboratoire de Farsha qui est devenu l'IRED, et il y a une ONG qui travaille avec les populations, c'est-à-dire un One Health sans les populations locales, vous n'allez pas avoir un rendement probant. Et je passe sur ça. Généralement, dans le milieu rural, comme je vous parlais des populations concernées, vous allez voir que les gens ils sont en contact avec des animaux et l'environnement et ils se partagent les mêmes animaux, les mêmes maladies sans pour autant se rendre compte. Même il y a beaucoup, je parle de la brucellose, qui est une maladie partagée entre l'homme et l'animal, mais beaucoup de médecins ils le confondent à travers les symptômes au paludisme et qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on a implanté comme le groupe One Health au Tchad, nous partageons des données et aujourd'hui, on arrive à dire que, bon, pour une fièvre persistante dans un milieu d'éleveurs, il ne va pas falloir seulement cibler le paludisme, mais il va essayer aussi de voir une maladie bactérienne, d'origine bactérienne qui est la brucellose, et on est tombé sur des cas qui ont démontré que voilà la collaboration entre les structures vétérinaires et la santé publique peut sauver des âmes. Vous allez voir, il s'agit surtout de... Le One Health, ce n'est pas seulement une théorie, mais le One Health, c'est aussi la pratique. Vous allez constater sur ces images que vous avez des groupes multidisciplinaires qui sont en train autour de la viande. Et ça pourrait aussi être la viande mal cuite qui pouvait transmettre aussi des zoonoses. Mais le problème du One Health, c'est aller aussi vers les populations avec tout le matos technique, c'est-à-dire les éléments de diagnostic et les techniciens qui soient des infirmiers, des vétérinaires. Et vous allez voir cette image où quelqu'un est en train de faire un diagnostic devant un petit carton. C'est moi-même, il y a de cela 22 ans, j'étais technicien de laboratoire et je travaillais dans le groupe. Et là, je faisais le test de ring test pour détecter la brucellose dans le lait et pour prouver que non, l'élevage au sein de laquelle on était, c'était un élevage à risque et essayer de conseiller les personnes pour effectivement éviter de prendre traité avec précaution la gestion du lait, soit au moment de la traite ou au moment même de boire. Il faut toujours prendre des précautions, essayer de bouillir. Et le One Health, c'est aussi les moyens. Vous avez vu que dans nos pays africains, pour aller vers les populations difficiles d'accès, qui sont exposées aux zoonoses, il va falloir aller avec des moyens communs parce qu'il y a des moyens et il y a des pistes où nos voitures des villes ne peuvent pas atteindre. Et généralement, nous partons en brousse avec les moyens rudimentaires. C'est pour vous dire que c'est une étape trop difficile à acquérir. Bon, il y a des résultats sur la tuberculose, je veux partir, mais je m'attarde sur ce résultat que vous voyez. Vous avez vu, nous avons isolé, grâce à ce travail de One Health, des souches de tuberculose que vous voyez à votre gauche, et puis des souches de tuberculose humaine qui sont à votre droite. Cela veut dire quoi? Que la maladie, les deux complexes, c'est-à-dire les deux espèces d'un même complexe tuberculeux existent dans les milieux partagés avec les gens de la résistance aux antibiotiques. Vous allez comprendre que les souches de tuberculose isolées chez l'animal résistent à la rifampicine ou à la streptomycine. Et c'est des informations qu'on devrait effectivement, qu'on a échangé avec la santé publique. Et plus tard, dans un document publié par un chercheur de la France, effectivement, il a trouvé un patient d'origine tchadienne qui s'est retrouvé avec une tuberculose d'origine animale qui résistait effectivement
Richard, on ne vous entend plus. Ça se retrouve dans les institutions des institutions de recherche qui sont des institutions de recherche, par exemple, vétérinaires. Cette image, c'est le témoin de tout ce que nous avons gagné. Vous allez voir, c'est le Swiss Transdisciplinary Award. Donc, c'est le jumelage. Oh. Qui se sont, Docteur Richard? ouais. Docteur Richard, vous avez, on a perdu le partage de votre écran. Est-ce que vous pouvez partager votre écran à nouveau? Ok, je partage ça à nouveau. Je partage Et ça à aussi, nouveau. et aussi, vous pouvez, on a un peu du mal la connexion n'est pas très bonne, donc vous pouvez couper la vidéo et comme ça, on aura Ouais. toute la bande passante pour le son. Ok, là, je coupe le vidéo. Voilà, Et je et vous partage. allez-y, Voilà, partagez. voilà. Je partage l'écran Parfait. pour vous. Ok, là, je le partage pour vous. Il y a un peu un problème de connexion pour le moment, mais je le... Oh, ça arrive. Hein. Voilà, fenêtre. Je le repartage. C'est bon? Ça arrive. Oui, c'est bon, continuez. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, ce travail, c'est un travail qui a été fait par des vétérinaires et des agents de la santé publique et partout en Afrique. Et nous avons permis d'avoir des souches et suivre les souches qui sont les plus résistantes pour essayer d'alerter des cas de risque. Pour les thèses, je veux passer dessus. Dans ce travail, vous allez voir que ça, il s'agit de diagnostiquer sur pied des animaux qui sont destinés à l'abattage et il fallait l'identifier est-ce qu'ils sont malades ou pas. Donc, c'est-à-dire des cas de tuberculose destinés pour la consommation humaine. Mais la spécificité de notre étude, c'est que l'importance, quand on se pose sa raison d'être, c'est quoi? Aujourd'hui, au Tchad, vous allez vous reconnaître qu'il y a deux principaux types de bovins. Il y a le bovin de race Peul et le bovin de race arabe. Et dans nos études, on s'est rendu compte que les bovins de race arabe étaient beaucoup plus, de race Peul, étaient les plus tuberculeux. Et donc, on a conseillé tout simplement à la population, quand vous faites des cérémonies à domicile, les abattages où les gens, ils n'amènent même pas, pour des raisons religieuses, les animaux à l'abattoir, ils font à la maison. On leur avait conseillé d'abattre les bovins de race arabe pour essayer de réduire le risque. Et ce travail est fait, le relais est pris par les arrondissements qui font l'annonce au niveau des ménages. Et les arrondissements sont pris dans ce travail. Et pour le moment, au niveau du Tchad, je vous dis que ce soit au niveau de la santé publique et au niveau de la santé humaine, on s'est entendu que ce soit le test IDC qui permet de détecter tous les animaux qui doivent aller au niveau de l'abattage pour la destination, pour la consommation humaine. Mais pourquoi cette photo? Je vous dis que sur cette photo, vous allez trouver des sociologues, des vétérinaires, des médecins, des microbiologistes et d'autres biologistes africains qui se sont réunis en 1987 pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle le One Health et mettre en place un réseau commun où aujourd'hui, le Tchad, nous avons déjà notre plateforme One Health nationale. Mais le One Health, c'est aussi le renforcement de capacités. Comme vous avez vu, durant la maladie de Covid, le personnel de santé a été beaucoup plus exposé à la maladie à cause du manque de risques. Donc, effectivement, la maladie, pour qu'on le soit, il faut qu'il soit diagnostiqué. Mais il faut avoir des structures adéquates avec des systèmes de protection biologique adéquats pour avoir des résultats en termes de biologie moléculaire pour confirmer les races les plus dangereuses.
Aujourd'hui, nous avons vécu le One Health que nous avons développé au niveau d'Afrique One concerne 4 thématiques. Il y a le thématique sur les mycobactériums, la brucellose, les foodborne illness, et la surveillance des maladies en général et la rage canine qui tue silencieusement les gens en Afrique. Je parlais de rage canine. À cela, nous avons ajouté ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, nous prenons une maladie comme le Guinea Worm, le ver de Guinée, qui avait été supposé éradiqué. Mais le Guinea Worm est réapparu ici au niveau du Tchad à cause de la non-implication des autres secteurs. Effectivement, il y a un réservoir qui existe. Aujourd'hui, le Guinea Worm, il y a des hôtes des nouvelles hôtes qui ont été détectées. Le cas du chien. Le chien, il y a des chiens errants qui ont la maladie et qui se promènent dans l'eau. Et cette eau-là est consommée par les populations et la maladie est revenue. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le secteur vétérinaire joue également un rôle très important. Même les populations qui, quand ils détectent un cas de maladie de ver de Guinée chez un chien, ils alertent la santé publique. Tout ce monde travaille ensemble pour essayer de sauver les êtres humains. La raison d'être du One Health, c'est que aujourd'hui, c'est une thématique très importante qui devrait se faire au niveau des pays africains pour essayer de mettre au clair tout ce qui est santé publique animale et humaine. Vous prenez un pays comme le Tchad qui est placé au milieu de l'Afrique et où il y a les populations qui traversent le pays partout. Il faut un système d'information qui relie tous les pays pour effectivement jouer un rôle important dans l'éradication des maladies à caractère zoonotique ou des maladies tropicales négligées qui sont partagées avec les populations difficiles d'accès comme les populations nomades. Pourquoi je parle des populations nomades? C'est tout simplement que vous allez constater que les populations nomades, c'est eux qui courent beaucoup plus derrière l'environnement. Leurs animaux ne vont que là où la vie leur est facile. C'est-à-dire que c'est là où ils trouvent l'eau et les fourrages pour essayer de se nourrir. Mais cette eau, la qualité de cette eau reste à désirer parce que ces mêmes éleveurs, ils utilisent cette eau pour leur boisson. Et les personnes les plus exposées, c'est les enfants. Les enfants, pourquoi? Parce que c'est les enfants qui accompagnent le bétail au pâturage et à l'abreuvement. Et finalement, ces enfants vont se baigner dans les eaux souillées et vous allez constater que la plupart des maladies tropicales négligées se trouvent chez ces enfants nomades. Et c'est là où on avait créé des relais nomades qui sont des personnes issues de la population nomade pour alerter le système de santé publique et le système de santé animale en cas de détection des symptômes d'un certain nombre de maladies tropicales négligées ou de zoonoses aux structures les plus spécialisées. C'est pour vous dire qu'il s'agit là de l'intégration de la santé publique, de la santé vétérinaire, de l'environnement, mais aussi de la population elle-même. Donc, ici, je vous présente cette photo parce qu'effectivement, ça, c'est les collègues du Sénégal avec qui j'ai eu à partager les connaissances dans la recherche sur la tuberculose en milieu rural. Et ça, c'était en 2017. C'est pourquoi j'ai gardé toujours ce slide que j'améliore de temps en temps. En ISRA, qui est l'institut qui est chargé de recherche vétérinaire à Dakar, en ISRA 2017. Donc, en somme, c'est pour vous dire que si aujourd'hui nous parlons de One Health, dans un contexte général, il faut intégrer l'information. Parce que l'information sanitaire ne peut pas se faire seule au niveau de la santé publique. L'information sanitaire ne peut pas se faire seule au niveau des vétérinaires. L'information sanitaire ne peut pas se faire seule au niveau des populations,
ni au niveau de ceux chargés de l'environnement, mais tous ceux-là doivent se mettre ensemble pour alerter les organes les plus spécialisés le plus tôt que possible pour une meilleure prise en charge, que ce soit au niveau humain, animal ou dans le traitement des mares, comme on le fait dans le cadre de la recherche sur le ver de Guinée. Je pense que je suis arrivé à la fin de ma présentation. Oui. Je vous remercie très aimablement. Merci. Bah, écoutez, c'est nous, docteur Richard, qui vous remercions de tout cœur parce que ça, c'est une très belle introduction. Restez avec nous parce qu'on aura sûrement des questions pour vous après la fin des présentations. Notre deuxième présentateur qui a aussi une grande réputation en Afrique, c'est le docteur Philippe Chardonnay, qui est docteur vétérinaire, qui est le co-chair de l'Antelope Specialist Group et qui est aussi qui fait partie de l'International Union of Conservation of Nature. Donc, notre bien-aimé Philippe Chardonnay, où êtes-vous? C'est à votre tour de partager votre écran et vous avez 10 minutes pour votre présentation, s'il vous plaît. Philippe, êtes-vous avec nous? Je suis là. Voilà, allez-y, partagez et... J'arrive. Vous me dites quand vous voyez mon écran? Pas encore. C'est bon? Ça arrive. En train de charger. Voilà, c'est bon. Allez-y. Si vous pouvez mettre Voilà. en plein écran, c'est un poil mieux. C'est bon? Super, merci. Parfait. D'accord. Alors, merci beaucoup, Pierre, Julie, mon cher collègue, docteur Richard, et tout le monde de me donner cette occasion de passer un moment avec vous. Je voudrais juste partager quelques idées sans prétention, parce que vous imaginez bien que le sujet est énorme et il faudrait faire plusieurs conférences de plusieurs jours pour tout couvrir. Donc, ce sont quelques idées. Voilà. Je commence par une image un peu symbolique que j'ai prise cette année dans une aire protégée en Afrique centrale. Et vous voyez à droite une trace d'Hippotragroan et à gauche une trace de bœuf, de bétail, donc dans l'aire protégée, là où il n'a pas le droit normalement d'être. C'est intéressant parce que ceux qui connaissent les traces voient qu'elles sont presque à la même heure. Les animaux sont passés presque en même temps. Alors, ils ne se sont probablement pas rencontrés, mais les vecteurs et des vecteurs de maladies comme des arthropodes, soit des insectes, soit des tiques, ont très bien pu passer de l'un à l'autre. Alors, ça, c'est juste un rappel pour dire qu'il existe une instance internationale qui s'occupe de One Health. Donc, c'est le panel international, le panel d'experts de haut niveau One Health qui a été créé l'année dernière. Et on voit que l'environnement et la faune n'est pas absent puisque l'UNEP fait partie des 4 membres fondateurs de cette organisation. Ils ont une définition, disons, un peu officielle de One Health. Alors, un petit peu le cadre général, disons, dans le passé, j'ai appris récemment qu'au XVIIIe siècle, en France, il y avait une société, à la Société royale de médecine, il y avait une commission chargée de l'épidémiologie, des épizooties, et ils avaient déjà cette approche convergente à l'époque. Bon, la société en question a été dissoute à la Révolution. Mais en Afrique et dans l'Antiquité aussi, on abordait déjà les pathologies sans faire de distinction étanche entre humains et animaux. En Afrique, les tradis praticiens, les courants d'Eros, les spirit médiums et autres
ont toujours considéré les maladies sans faire de distinction, disons, entre les pathologies humaines et animales. Et là, aujourd'hui, on assiste à une grande transformation du monde finalement contemporain depuis un siècle, avec donc une croissance démographique, puisque en 1950, il y avait 177 millions d'habitants en Afrique, et la population a augmenté de maintenant, en 2020, plus de 8 fois, passé à plus d'un milliard de loin. Et on voit tout de suite l'implication sur le plan One Health, avec d'abord l'impact sur les habitats, et des habitats qui sont d'abord dégradés. Et ça, c'est sous l'effet des fronts pionniers, de la déforestation, de l'agriculture, de l'élevage. Et donc, ce qui augmente l'interface entre les humains et le bétail et la faune. Il y a plus, et on imagine bien que les interfaces, les interactions sont plus nombreuses du fait de ces fronts pionniers, avec donc un risque plus élevé de passage et de transmission de pathogènes entre les différents, disons, êtres vivants, de manière générale. Alors, ça, c'est la dégradation. Il y a aussi la destruction de l'habitat, où là, la faune est carrément remplacée par le bétail et l'homme. Donc, c'est la transformation, c'est plus une dégradation ou une transformation, c'est une conversion d'habitat, et avec un système d'îlots de conservation où la faune se réfugie dans quelques aires protégées en général. Alors, il y a disons, deux cas de figure flagrants. C'est celui où une espèce se retrouve représentée par une seule population relique. C'est le cas, par exemple, de la girafe d'Afrique de l'Ouest. Et d'où l'importance de créer un deuxième noyau, comme il a été fait au Niger, et de se diriger vers plutôt une approche en métapopulation. Et aussi, ce qu'on observe chez le buffle récemment, on s'aperçoit que l'aire de répartition diminue, mais que la taille des populations augmente. Et donc, on se retrouve avec des densités importantes de buffles dans des aires restreintes. Et il y a aussi, et je ne voulais pas l'oublier, la pollution des habitats. Et ça, c'est une photo qui a été prise aussi cette année. On voit les sachets de pesticides dans les champs de coton. J'ai fait à cette occasion une investigation un peu sur les oiseaux, et donc l'impact sur les insectivores est absolument catastrophique. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, les pollutions, les nappes phréatiques sont polluées, les puits sont pollués, donc il y a un impact sur les gens, il y a un impact sur les animaux domestiques et sauvages. Et donc, en particulier sauvages, tous ceux qui dépendent des insectes. Voilà, donc je ne m'étendrai pas plus. Alors, qu'en est-il de la conservation de la faune sauvage? Je reprends le schéma. Dans les années 50, avec une faible densité humaine et des vastes espaces naturels reliques, on imagine bien que la conservation de la faune, c'était, j'allais dire vulgairement, c'était du gâteau. Donc, et que ça se complique énormément de nos jours. Donc, à l'époque, alors je parle d'une conservation sur un mode passif. Bon, c'est un peu exagéré pour caricaturer. Ce n'est pas une conservation contemplative, mais bon, il y avait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait peu comment dire, de manipulation de faune, il y avait peu d'interférences avec la faune. Aujourd'hui, on se dirige vers de plus en plus d'interférences avec la faune et vers une conservation sur un mode beaucoup plus proactif pour pallier les inconvénients des populations isolées et des populations à risque.
Donc, tout ce qui est translocation, évidemment, c'est l'exemple type des modes proactifs de conservation, des méthodes proactives. Je ne veux pas m'étendre, mais on imagine bien quand on renforce une population, on doit faire attention à ne pas contaminer les animaux qui restent dans la zone avec des nouveaux animaux qui seraient infectés ou infestés. Et la réintroduction, il faut évidemment s'assurer avant de réintroduire une espèce qui a disparu qu'elle n'est pas contaminée. Je pourrais donner des exemples, mais le temps passe. Alors là, je me suis permis de reprendre un schéma justement du panel dont je vous parlais tout à l'heure pour replacer One Health dans le cadre de la société et des interactions et des approches interdisciplinaires ou transversales ou intersectorielles, si vous voulez, et pour faire un focus sur One Health et les compartiments, ce que j'appelle les compartiments. On voit que là, il y a 3 compartiments de One Health, donc le humain, animaux et écosystème ou environnement. Donc, ça, c'est un schéma que tout le monde connaît, mais ça il a le mérite justement d'être connu. Ce dont je voudrais parler, c'est comment dire, de la transmission des pathogènes d'un compartiment à l'autre. Donc, il y a des compartiments selon le pathogène qui sont, comment dire, étanches ou pas. Donc, par exemple… Philippe, oui. vous avez 2 minutes pour conclure. D'accord. Et le charbon, par exemple, il est commun aux trois compartiments. Le charbon bactérien, puisque les spores peuvent continuer à vivre en dormance dans le sol, alors que, par exemple, la rougeole chez l'homme, le compartiment est étanche puisqu'il ne contamine pas les autres. Donc, voilà. Et je voudrais terminer par comment dire, ce que j'appelle les sous-compartiments. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du compartiment animal, il n'est pas homogène, le compartiment animal. Il y a une typologie qui est très importante parce que les maladies, les pathogènes se comportent différemment selon les sous-compartiments. Par exemple, pour prendre la peste des petits ruminants, la peste des petits ruminants, elle est connue pour affecter les antilopes asiatiques, certes, à l'état sauvage, mais pas les antilopes africaines à l'état sauvage. Alors qu'on constate des cas de peste des petits ruminants sur les antilopes africaines en captivité. Et récemment encore, des oryx algazelles sont morts de peste des petits ruminants en captivité dans la péninsule arabique, alors que c'est pas connu dans le milieu. Voilà. Donc, il y a un cas de gazelle d'Orcas. C'est un mystère, on ne sait pas encore. C'est un sujet d'actualité sur lequel on travaille, mais il y a une influence du statut dans lequel se trouve l'animal. Et ça, c'est ma dernière diapo, avec la permission, Pierre. Je voudrais terminer par le rôle de sentinelle que joue la faune. Donc, vous savez tous que la peste bovine a été éradiquée de la surface de la Terre récemment, il y a quelques années. On a même fêté le 10e anniversaire récemment. Et la faune a joué un rôle très important dans l'éradication de la peste bovine, parce que quand vous vaccinez le bétail à droite, le bétail développe des anticorps vaccinaux et vous perdez le contrôle de la maladie dans un sens, parce que vous ne savez pas si le virus circule ou pas, puisque on ne sait pas distinguer, on ne savait pas à l'époque en tout cas, distinguer l'anticorps vaccinal de l'anticorps du pathogène. Or, la faune qui n'est pas vaccinée, si vous trouvez des anticorps, vous savez que c'est le virus de la maladie qui circule. Donc, voilà, donc la faune est en fait un moyen aussi de protection du bétail. Regardez comme ça. Voilà, merci. Super.
Merci beaucoup, Philippe. The next speaker is Stephanie Bryan, who's also a veterinarian, and she's currently doing her PhD in Chad, and she's affiliated with the University of Edinburgh in Scotland. So please, Stephanie, the floor is yours. You have 10 minutes. Okay, great. Thank you very much for the introduction, Pierre. I'll just share my screen. Perfect. So I'm going to talk about using a One Health approach to look at infection risks in the Wadi Rum, Wadi Ashim Wildlife Reserve in Chad. So helpfully, Richard and Dr. Richard and Dr. Philippe have already introduced a lot of concepts for me. And one of the key ones is that in the Wadi Ashim Reserve, there's a land sharing approach to conservation, which means that humans and their livestock are sharing the space with wildlife. And it's clear that elements of land sharing are going to be necessary to try and create sustainable populations of antelope in the Sahel and the Sahara region. And from an infectious disease perspective, the interface between antelope and livestock is particularly interesting because they share really close evolutionary relationships, and therefore they're susceptible to a lot of the same infections. So it's particularly important to use One Health approaches. And Philippe already outlined some of the risks of using, what this can bring. So especially when you're doing reintroductions, that alters the species balance within shared landscapes, and not only of the kind of large mammal species, but also of the microbiome and some pathogens. And this can lead to greater likelihood of things like pathogen spillover, and then also disease outbreaks. And those things can then go on to lead to increased human food insecurity and biodiversity loss. Sorry, I don't think my slide's moving on. There we go. Oh, moved on a lot at a time now. So using One Health approaches, we can hopefully overcome some of these risks. And what we hope is that we can understand potentially the directionality of the risk. So again, as Philippe mentioned, population density is really crucial in terms of infectious disease dynamics. And in this case, the presence of infected livestock reservoirs could actually pose quite a serious risk to the antelope reintroductions, because it could allow pathogens to survive that would otherwise, the antelope populations might be too small to sustain them. And hopefully by using these One Health approaches, we can aim to create sustainable land use where different species can share the land, and that will enable us to both restore biodiversity and hopefully improve the health, or at least sustain the health of human populations and maintain human food security. So the objectives of the study are to try and evaluate the health status of critically endangered antelope within the reserve throughout the course of reintroductions, and also to look at the health of livestock in the same regions. And we're aiming to identify infections which pose the greatest risk to land sharing between wildlife, livestock, and humans. And the other objective is to collect and store samples so we have them as a future reference database. And that's kind of a form of future proofing, so that if there are future disease outbreaks or questions that arrive, we have samples to go back and look at. And in terms of methods, so there are two sort of main parts of the study. There's a cross-sectional study in livestock within the reserve, and that started with sensitization of the local communities and looking at their willingness to participate and identifying potential sampling sites, and then a household level survey to collect descriptive information on things like the livestock keepers, and disease risks. And then most recently, back in September, we did a couple of weeks of field work in order to collect samples. And alongside that, there's been a program over the past year to collect samples from antelope that are being reintroduced into the reserve.
There are also baseline samples available that the vets at the Environment Agency in Abu Dhabi have made available. And we've also collected samples once they're in Chad in the acclimatization pens after release, and also from animals born in the wild. So that enables us to look at their health status across the entire reintroduction journey. So let's head to the reserve now. So the map on the left shows Chad with the thick black outline, and then the reserve is outlined in green. And then moving to the map on the right, part of the eastern border of the reserve is shown, but still in green. And then some of the health surveillance sampling sites are marked. So the triangles illustrate livestock sampling sites, and then the big black circle shows the Oryx base camp, and that's also where animals are released. And the smaller circles to the sort of left of that show where antelope have been sampled. And some pictures from the reserve, which kind of, again, follow a theme that Philippe showed with his picture of the footprints. These animals really are in contact. So you'll see in the top right, oryx in contact with camels or grazing very nearby. And in the bottom right, the same thing, oryx with sheep. And also there's a lot of sharing of shade. There's limited numbers of trees. So animals gather under the same trees at different times. And then you get things like ticks gathering in those trees, and they can act as vectors of infections. And where there are livestock, there are also people. And we particularly see high densities of people and livestock around wells, as shown in this aerial photo. So to kind of go on to how the health surveillance is conducted, for the antelope, it's a question of collecting samples while animals are being anaesthetized for collaring. And that requires the team from Environment Agency Abu Dhabi to dart the animals, whilst the field monitoring team identify individuals to target. And you'll see in the bottom right, the rest of the herd wondering why their friend's suddenly fallen over. So then a team goes in to restrain the animal, and the health samples are collected whilst the collar is also placed. And this photo is a photo from the livestock sampling project and illustrates the huge collaboration that's involved. Some of the international researchers are working along with colleagues from the International Research of Livestock Research for Development, which is where Dr. Richards works. So we've got lots of vet colleagues from there. We've also got colleagues from Sahara Conservation who help with the translation and the community sensitization, as well as huge numbers of support staff, including people like the Eco Guards from the Department of Wildlife. And a couple of photos of the livestock sampling, and you can see the local Chadian vets collecting samples, while the interpreters help us to collect data on the livestock. And we also conduct some sort of level of inspection of the animals and provided veterinary treatment where required. And then it was a case of kind of some level of field sample processing. So we've got this kind of transportable lab, and you can see, I'll try and bring up the mouse. So you can see here's our solar panel that's powering this portable fridge freezer and the centrifuges. This is the solar panel also charging on the roof. And then you can see we sort of get some guests visiting, like this grasshopper, while we're trying to perform the initial sample processing. And once we've done the initial processing, we transport the samples back to the base camp for a bit more processing in the lab compartment there, and then take them back to N'Djamena to IRED, which is the laboratory in town. And there they can be prepared for longer term storage and for export. So what analysis are we doing? You have 2 minutes left, Stephanie. Perfect, Pierre, thank you. So in terms of analysis, I've given a list on the left of the number of samples we've collected. So in total, 468, and I've listed the split between different species. And from these samples, there's a couple of different streams. So first of all, we'll run serology, which tells us about past infection exposure. And that will sort of tell us about what pathogens animals have come into contact with over the past few years.
And we're also running some tests that will tell us about current infections by using things like PCR and sequencing to see what's currently circulating in the animals. And these analyses are being performed at a variety of locations, including at the IRAD laboratories. I'm doing some here in Edinburgh as part of my PhD, and then at CIRAD, some international laboratories in France. And hopefully that sample analysis is partially underway, and we hope to have results sort of within about the next 6 to 12 months. And we'll make sure that we feed those findings back to the local communities. And so why are we doing this? What's the impact of this research? Well, we hope it will give us a better understanding of the health status of both the antelope and livestock in the reserve, and enable us to identify One Health solutions for managing and reducing the risks. And kind of zooming out from there, we hope that this will inform broader strategies for land sharing in conservation reintroduction. So hopefully we can apply some of what we learn to other antelope reintroduction programs in the region. And it will hopefully also inform us about human health risks. And certainly there is interest from some of the medics in Chad to kind of continue down that line, depending on what our results show. So that just leaves me to thank my numerous funders and collaborators. So my funders are sort of down the right-hand side of the slide, and then none of it would be possible without the support of the government of Chad, Environment Agency Abu Dhabi, Sahara Conservation, and Catherine Mertes at Smithsonian, who's been heavily involved in setting the project up. Thank you very much. Thank you so much, Stephanie, for this very great presentation and for this very concrete example of how it works in the field and what we can expect also. That's fantastic. Our next speaker is Justin. Justin, are you with us? Allô, bonjour. Oui, bonjour Justin. Bienvenue. Oui, bonjour. Bah, oui, moi, Bienvenue. je vous suis depuis Alfort. Je suis présentement à Alfort. Donc, j'ai donné ma présentation à l'autre, comment dirais-je, à Philippe Chardonnay. OK. Donc, comment vous faites? How do you want to... OK. Donc, Justin est un chercheur aussi qui est actuellement à l'école de vétérinaire de Maisons-Alfort, mais qui appartient à une institution tchadienne. Donc, allez-y, vous avez 10 minutes pour votre présentation. La présentation, je demande à Philippe Chardonnay de projeter, parce que là, je n'ai pas mon ordinateur. Allez-y, Philippe. Philippe, est-ce que vous avez les diapos de... Oui, je viens de la recevoir par mail, donc je la charge. OK. Allez-y. C'est bon, là aussi, Bon. merci. Allez, 10 minutes maximum. Merci beaucoup, Oui, Justin. D'ailleurs, je vais finir même tôt. Bonjour à tout le monde. Très bien. Bon, dans le cadre de nos activités sur le terrain, nous avons eu à participer à la campagne de sensibilisation, formation et également de campagne de vaccination mixte sur le terrain. Raison pour laquelle nous allons vous présenter succinctement comment nous avons eu à faire la formation et comment nous avons eu à faire la vaccination sur le terrain et quels sont maintenant les avantages, les forces et les faiblesses. Juste 3 ou 4 diapos pour vous. Allô, diapo? Bonjour, donc voilà, comment dirais-je, le plan du travail. Nous avons d'abord les maladies prioritaires que nous travaillons dessus au niveau du Tchad. Nous avons également la formation mixte selon l'approche One Health et puis la cartographie des éleveurs et la campagne de sensibilisation suivie des forces et faiblesses. Diapo. Voilà, par rapport à l'approche One Health, voilà quelques maladies prioritaires que nous avons identifiées pour permettre maintenant, lors de la formation entre les agents de l'élevage et ceux du ministère de la Santé publique, nous avons eu à former quelques agents au niveau maintenant du département de Moyen-Chari et également au niveau de Yao. Donc, voilà quelques maladies, mais pas toutes ces maladies qui ont été identifiées, mais quelques maladies faisant l'objet maintenant de la surveillance, notamment la rage, le charbon, et puis également les maladies cibles de la vaccination, dont la PPR et la PPCB. Voilà quelques zones que nous avons eu à travailler. Ça, c'est dans le cadre du projet PADS, Programme d'appui au district sanitaire.
Et c'est grâce à ces programmes que nous avons eu à participer dans le cadre maintenant de One Health à la formation des responsables de centres de santé, des agents de santé communautaire, ainsi que les chefs de poste du côté du ministère de l'élevage, les chefs de secteur d'élevage, les agents de santé animale qu'on appelle communément les auxiliaires d'élevage. Donc, nous avons identifié, nous avons choisi quelques maladies qui font l'objet maintenant de la surveillance, notamment, nous avons la rage, nous avons le charbon symptomatique, charbon bactérien et également. Voilà les quelques symptômes que nous avons eu à présenter aux agents de terrain pour leur permettre de connaître s'ils avaient maintenant ces genres de symptômes. Ça leur permettra maintenant de s'y aller entre eux, que ce soit ceux du ministère de l'élevage ou soit du ministère de la Santé publique, pour leur permettre de collaborer. Donc, voilà la vaccination mixte du côté de santé publique, tout comme du côté de santé animale. Au niveau de santé publique, nous avons les maladies prioritaires que les gens vaccinent sur le terrain. Généralement, c'est la polio, la BCG, le VAR et également d'autres maladies. Mais les plus identifiés, ce sont les trois que nous avons eu à participer avec les agents du ministère de la Santé. Mais du ministère de l'élevage où je représente, c'est généralement la PPR, la PPCB, la maladie de Newcastle et également les autres maladies faisant l'objet de vaccinations annuelles telles que le charbon bactérien et symptomatique. Oui, allez-y. Donc, ça, c'est dans le cadre maintenant de la campagne de vaccination commune. Donc, ça, c'est un diapo qui s'est glissé dans la présentation. Donc, ça ne faisait pas l'objet. Voilà. Donc, au niveau maintenant de la formation, notamment entre la collaboration mixte entre la santé animale et la santé publique, nous avons au niveau de la santé publique, notamment le constat qui a été fait lors de la formation, c'est la collaboration, comment reconnaître les symptômes des animaux et également les symptômes quand un animal présente, par exemple, certains signes, il faut également signaler les agents du secteur vétérinaire et tout comme les agents du secteur vétérinaire lorsqu'ils participent à la vaccination sur le terrain. Lorsqu'ils constatent, par exemple, certains symptômes au niveau, par exemple, chez les enfants ou encore chez les éleveurs, il faudrait qu'ils signalent également les responsables de centre de santé, ce qui permet maintenant la collaboration. Maintenant, ça, c'est... Maintenant, au niveau de la surveillance syndromique mixte, nous avons eu à participer dans le cadre maintenant des PADS et la formation des agents. Donc, ces agents qui ont été formés reconnaissent les signes et les symptômes de certaines maladies. Donc, lorsqu'ils reconnaissent ces symptômes de maladie, ils envoient des informations au niveau de téléphonie mobile. Et ces téléphones, maintenant, ces informations sont relayées directement au niveau central à travers maintenant, comment dirais-je, un logiciel qui est mis en ligne. Et donc, ces informations, lorsque ces informations sont collectées, chaque service reçoit les informations à l'instant T. Et cela permet maintenant de réagir face à cette information ou bien à ces genres de symptômes qui surviennent généralement sur le terrain. Donc, voilà quelques informations relatives maintenant aux symptômes. Maintenant, voilà la plateforme régionale. Ça également, c'est une plateforme régionale de santé animale au niveau des centres régionaux de santé animale. Comment la collaboration se fait entre la CAC et également le CLSA, Centre régional de santé animale pour l'Afrique centrale. Donc, voilà à peu près, merci. Je crois que certains diapos ont été glissés. Donc, merci. Ah ben, merci beaucoup Justin pour cette présentation sur la vaccination mixte, qui est aussi très importante aussi pour les aspects de One Health dans ces régions. Donc, nous allons maintenant finir avec une courte présentation. Nous revenons au docteur Chardonnay, Philippe, qui va nous parler d'un cas très précis aussi qu'il a eu lui-même à faire face au Tchad sur la fièvre de la Valley Rift Fever. I forgot how to say that in French. Philippe, vous êtes là? La fièvre de la vallée du Rift. Merci, Julie. OK, allez. Merci beaucoup. 10 minutes, Philippe. Et merci, Justin, pour ta belle présentation. Là, je voudrais juste illustrer un peu un cas particulier.
lorsque nous avons été informés des premières mortalités en août 2018, la première des choses à faire, c'était pas de se précipiter pour aller voir les oryx, c'était d'abord de comprendre un peu le contexte et d'aller voir les éleveurs qui sont les éleveurs riverains qui partagent l'espace avec les oryx. Donc, là, c'était une investigation qui a duré 5 jours, au cours de laquelle on a capturé des oryx malades. On a procédé à des prélèvements de sang, de tissus sur des animaux autopsiés. Et on a ici un peu le résumé de cet épisode de mortalité. Donc 44 oryx morts en 40 jours, avec essentiellement une mortalité sur un groupe en particulier, le groupe dit 4, donc, puisque 91% des oryx morts venaient du groupe 4, et la moitié quasiment de ces oryx du groupe 4 est mort. Il n'y a pas eu de corrélation particulière avec le sexe et l'âge des animaux morts. Donc, au niveau spatial, vous voyez les points rouges, donc les oryx morts sont étalés sur environ 100 km de distance. Et au niveau temporel, vous voyez une courbe en cloche typique avec le premier cas de mortalité qui est intervenu 18 jours après la date de relâcher, puisque ce groupe 4 était dans un enclos de quarantaine. Voilà, donc la fin des mortalités a coïncidé avec la dernière pluie de la saison. Et on s'est aperçu qu'avec les colliers émetteurs, que les animaux avaient ralenti leur mouvement environ 7 jours et demi avant leur date de mortalité, avant la mort. Alors, très important, la date de relâcher du groupe 4 correspond à un épisode de pluviométrie très important, puisque la pluie en 2018 a été le double de la normale, donc c'était impressionnant. Les conséquences en fait de cet épisode, cet accident climatique, c'est en fait a déclenché une cascade de phénomènes et notamment une prolifération des arthropodes, donc les arthropodes qui comprennent les insectes et les acariens, donc, et notamment les mouches piqueuses et les moustiques. Donc, dans les mouches piqueuses, il y a eu une infestation massive d'hématobia, donc c'est des mouches de la famille des stomox, c'est pas des stomox exactement, mais en anglais on l'appelle horned flies, pour la raison que vous voyez, c'est-à-dire qu'elle se repose et elle digère son repas de sang sur les cornes avant de revenir sur le corps pour prendre un autre repas de sang. Donc, en fait, c'est le harcèlement de ces mouches, la prédation de sang et les maladies transmises par ces mouches sont extrêmement dommageables aux animaux infestés. Donc, il y a eu aussi, on a constaté une infestation de Yaloma, donc cette tique bien connue qui transmet plusieurs maladies et qui a d'ailleurs transmis, vous allez voir, la babésiose à un certain nombre d'oryx. Et on a constaté que la présence importante du traquet moteux, donc c'est un petit passereau migrateur entre l'Europe et l'Afrique, et qui est abondant dans la réserve de Wadi Rim et Wadi Hachim, et qui a l'habitude de se poser notamment sur les fils de clôture de l'enclos. Et cet oiseau transporte les larves et les nymphes de Yaloma. Et on a aussi observé un nombre important d'aigrettes, de hérons garde-bœufs, pardon. Et donc, ça nous a alertés parce qu'on sait qu'ils transportent les larves et les nymphes d'Orblioma variegatum, qui est le vecteur privilégié de la codriose, donc la heartwater. Mais on n'a pas trouvé d'Amblyoma, on est un peu trop au nord.
Mais comme ces hérons comment dire, bougent avec le bétail et que le bétail va en zone à embryomat, on peut toujours s'attendre à rencontrer la codriose. Voilà, donc on a rencontré des cas de septicémie hémorragique, donc de pasteurellose, à l'autopsie confirmée au laboratoire. Mais ça, c'est typique d'une réaction à un accident climatique. On a vu ça sur les saïgas avec des mortalités massives de dizaines de milliers et centaines de milliers de saïgas dans des circonstances similaires en Asie. Voilà. Un autre effet, c'est en fait, les pluies abondantes provoquent une production de biomasse végétale anormalement élevée, avec du coup une baisse de la densité nutritionnelle par unité de poids, ce qui fait que l'animal remplit sa panse, mais il n'arrive pas à combler ses besoins nutritionnels, ce qui provoque un choc nutritionnel après le relâcher, puisque dans l'enclos de quarantaine, les animaux sont bien nourris et ils se retrouvent dans des circonstances nutritionnelles compliquées. Donc, les investigations ont permis, un peu complexe, on a croisé les observations sur les vivants et les morts, et on a éliminé un certain nombre de maladies qu'on n'a pas trouvées au laboratoire. Et voilà des résultats positifs. Donc, on a trouvé trois oryx avec la babésiose. On a trouvé de la pasteurellose, mais c'est toujours difficile à interpréter, comme vous le savez. Et on a rencontré un animal, j'allais dire un coup de chance, c'est qu'on est tombé sur une femelle en très bon état, une femelle oryx en très bon état général, qui est avortée et qui est morte soudainement. Donc, ça nous a intrigués et fait penser à un risque, une possibilité de fièvre de la vallée du Rift. On a pris les précautions nécessaires. On avait fait des prélèvements et on a confirmé donc au laboratoire de référence au CIRAD à Montpellier. On a trouvé 4 oryx positifs sur 9 analysés en fièvre de la vallée du Rift. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 oryx, le premier et le troisième, là, ils sont positifs. On a trouvé le virus avec la PCR, mais on n'a pas trouvé d'anticorps en sérologie. Et donc, on suppose que les animaux sont morts trop vite pour avoir le temps de produire des anticorps. Et en revanche, on a trouvé des sérologies positives et un cas où on a à la fois le virus et les anticorps. On a cherché activement la PPR, évidemment, qu'on n'a pas trouvé sur les oryx, mais il faut noter que les oryx dans cette région se retrouvent dans un milieu extrêmement, j'allais dire, pollué de PPR, puisque ça, c'est les travaux de l'IRED, donc le directeur général actuel, d'ailleurs, je crois. Il a mis en évidence, vous voyez, la zone où se trouvent les oryx, il y a 69 à 86% de prévalence chez les petits ruminants, vous imaginez. Donc, c'est extrêmement dangereux pour les antilopes qu'on introduit. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en milieu, on a trouvé de la PPR sur des antilopes captives, mais jamais sur des antilopes à l'état sauvage. Donc, il faut se rappeler que ces oryx et adax qui ont été réintroduits ne seront jamais revaccinés. Ils sont vaccinés quand ils arrivent au Tchad, mais ils ne seront pas revaccinés, évidemment, parce qu'on ne va pas les rattraper, et que ceux qui sont nés sur place ne seront jamais vaccinés. Donc, ils sont exposés au risque de PPR. Et voilà ce qui me fait dire que, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur la peste bovine, les oryx et les adax sont des candidats pour jouer le rôle de sentinelle dans la campagne d'éradication de la PPR, la campagne mondiale, puisque si on trouve des anticorps sur les oryx et les adax, ça veut dire que le virus de la PPR circule encore dans la région. Alors que quand vous faites des prélèvements sur les petits ruminants et vaccinés, vous trouvez des anticorps, mais vous ne savez pas si
s'ils viennent du vaccin ou de la maladie. Donc, en ce moment, on a fait des progrès maintenant pour tracer les anticorps vaccinaux. Voilà, donc on a essayé de traiter des oryx malades et bon, on en a traité 6, il y en a 3 qui ont guéri, 3 qui sont morts, donc on n'a pas pu tirer de conclusion de ça. La discussion générale avec tous les intervenants, c'est que la cause des mortalités est multifactorielle. Vous avez compris que l'accident climatique a entraîné cette cascade de phénomènes derrière, avec coïncident avec le relâché des oryx du groupe 4. Et donc, on a eu des co-infestations à la fois externes et internes. Donc, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et des co-infections à la fois bactériennes et virales sur les mêmes animaux. Donc, additionné au stress nutritionnel, voilà la conséquence. Mais on a tiré des enseignements très positifs pour la suite, et notamment en matière de gestion, en matière d'alimentation, en matière de vaccination, de protocoles sanitaires pour introduire les animaux, etc. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe. Encore une belle illustration pour le chat. Okay, so we've been running a little bit late, but it's fine because I hope that everybody learned something. So we have time. We have 15 minutes left, really, for questions. So we received a lot of questions in the chat. And I'm gonna select some of those because I realized that some of the questions actually have been answered during the presentation. But first of all, I want to go back to Dr. Richard. Are you still with us, Dr. Richard? Yeah, I still with you. OK. Dr. Richard, yeah. il y a une question très intéressante qui a été posée à propos des ce qu'on appelle les pseudo-pharmaciens. En fait, l'utilisation en fait un petit peu non contrôlée de médicaments dans des zones aussi où on risque de créer des résistances antimicrobiennes assez facilement. Et la question était de savoir comment êtes-vous capable de pouvoir faire face à ce problème d'utilisation un peu incontrôlée des médicaments dans les zones Sahel et sahariennes? Oui, merci. Une question très importante, très intelligente, qui est à la fois politico-scientifico-sociale. Je le dis pourquoi? Parce que la question des vendeurs de médicaments ambulants non contrôlés, c'est un grand challenge ici en Afrique, sachant que l'Afrique est un marché très ouvert et le grand facteur étant que ces gens, ils vendent ces médicaments parce qu'ils n'ont pas de job. Donc, pour lutter contre ces marchands ambulants, c'était un projet que j'avais fait, j'avais écrit et qui, pour les uns ou les autres, qu'il s'agisse de la santé publique ou de la santé animale, savoir utiliser ces gens-là comme des relais communautaires, mais il faut les former pour qu'ils sachent que s'ils doivent jouer leur rôle dans ce sens, ils doivent être des distributeurs agréés en milieu rural du circuit normal de vente de médicaments vétérinaires ou de médicaments de la santé publique. En fait, la question reste pour leur prise en charge. Parce que ce qui est vrai, que vous vouliez ou pas, ces médicaments existeront en Afrique. Quand on avait fait le diagnostic ici chez nous, on s'est rendu compte que derrière cette vente de médicaments, il y a ce qu'on appelle des grosses pointures. C'est-à-dire que c'est des gens que la loi même a peur d'eux. Ah oui. On vous a perdu, Richard. Aujourd'hui, on est obligé de sensibiliser à partir du plus haut et essayer de demander beaucoup plus le
de l'État pour contrôler l'entrée des médicaments. Je suis là. Oui, oui, oui. Je suis là. C'est bon, c'est bon. Je suis là. Allô? Allô? Oui, oui, c'est bon. On a Ouais, entendu donc, votre... je voudrais vous dire, justement, mais la dernière, ce que je voudrais ajouter, il faut aussi parler de la porosité des frontières en Afrique. Pour un pays comme le Tchad, l'entrée, que ce soit de denrées alimentaires ou que ce soit de médicaments, n'est pas facile parce que les territoires sont très vastes et les frontières, on n'a pas les moyens pour les contrôler. Ces médicaments vont toujours arriver au niveau national, mais je pense que pour mieux essayer de freiner cette situation, de sensibiliser beaucoup plus les consommateurs, c'est-à-dire les producteurs qui sont des éleveurs, ou soit les gens qui sont des consommateurs de médicaments eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Richard. Une question pour... a question for you, Stephanie. Are you still here? Yeah, I'm still here. Yeah, during your presentation, someone asked about, so how can we, what could be a solution really to address the problem that grazing spaces are used by livestock, wildlife, and there are also places where people are living. So how do you, what do you think about that? Yeah, I think it's a big challenge because historically, and still in many countries, we have this model of conservation where we, try and put wildlife in one area and put livestock and people in another area. And as Philippe showed in his talk, with the growing human population and with all the challenges facing wildlife with habitat destruction, it's just not going to continue to be possible to manage in this way. We're going to need to find ways to share the land. And it is certainly going to present massive challenges. And perhaps Sahara Conservation will be better placed than me to talk about their strategy. But I think it will be a question of trying to better, from an infectious disease perspective, to try and understand what infectious diseases are there and then try and identify the things that are potentially the biggest issues, and then look to ways that we can reduce the risks and manage the risks. So I think it will be more complicated and more challenging, but I think the reality is it's just something that we will have to find solutions for. And I'm sure there's lots more issues beyond infectious diseases, things like sharing water, sharing grazing space in terms of available forage, which are going to be really big challenges facing us in the coming decades. Okay, thank you so much, Stephanie. For you, Philippe, are you still with us, Philippe? Oui, je suis là. Yeah, there was a question about what is your experience about the epizootic hemorrhagic disease, that it's a virus that's transmitted by flies, and that's really transmitted from wildlife to livestock. Do you have any experience with that specific disease? Not really. If I'm not wrong, you mean a viral disease? It's a virus disease, huh? Yes. Yeah. So it's very much a matter of I would say in Europe and North America. But in Africa, unless I'm wrong, maybe Dr. Richard knows, I'm sure he knows better than me. It's not, it might be there, but it's not the main issue, I would say. Okay. Thank you. Another question for you, Philippe, is the impact of wildlife trafficking or wildlife crime also in this kind of overall scenario of One Health in Northern Africa, in terms of impact on disease and transmissions. Okay. Yeah.
so you are addressing the bushmeat issue. Yes, go ahead. Je vais parler plutôt en français. Oui, sorry. Oui, donc là, c'est la question de la viande de brousse. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, énormément de travaux qui sont faits actuellement. Il y a un excellent ouvrage, je ne vais pas faire de publicité gratuite, qui vient d'être publié, le dernier ouvrage de Cambridge University Press, Scoop, et porte là-dessus sur la chasse en zone tropicale et subtropicale, Amérique du Sud et Afrique, Asie. Et donc, c'est un sujet qui est préoccupant, d'accord, mais ce n'est pas un sujet qui va être résolu par une convention internationale qui va interdire qui va interdire aux populations locales de consommer la viande de brousse. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet. Et on a un peu tendance à voir dans les médias et dans certains milieux de certaines ONG activistes cette idée qu'il faut criminaliser les populations locales qui utilisent les ressources naturelles locales. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et je pense que heureusement, des organismes comme la FAO, etc., ont pris la mesure de ça et ils ont une approche beaucoup plus positive et constructive des choses. Il y a certaines espèces animales qui sont en très mauvaise posture. Celle-là, effectivement, il y a sûrement… ça, c'est un problème de conservation, des précautions à prendre, y compris légales. Mais c'est pas une approche manichéenne. Il y a certaines espèces qui peuvent supporter un prélèvement important, comme le céphalophe bleu, par exemple, ou le porc-épic. Et il y a beaucoup d'animaux là-dedans qui sont des ravageurs de culture. En fait, la principale source de viande de brousse en zone forestière, c'est d'abord des ravageurs de culture, c'est-à-dire des gros rongeurs comme les holacodes, les porcs-épics forestiers, etc. Donc, c'est un moyen aussi de contrôler les dégâts aux cultures. Sinon, on ne va pas commencer à utiliser des pesticides, des rodenticides pour empêcher mais la question que tu poses, elle est… Moi, je dirais qu'effectivement, elle est d'abord sanitaire. Enfin, d'abord, oui, la question sanitaire. Donc, il faut continuer d'explorer ces interfaces et essayer de moins perturber les zones, les habitats naturels pour la faune sauvage et de limiter les interfaces et surtout de suivre ça, faire un monitoring sanitaire extrêmement rapproché. Donc, c'est certainement un domaine sur lequel il faut… Et je pense qu'on a pris, avec le Covid, là, on s'est fait peur un peu. Donc, j'espère qu'on va accentuer le monitoring sanitaire de cette question. Très bien. Bon, écoutez, je voudrais remercier encore une fois tous les présentateurs. Il est temps de conclure car nous arrivons presque à la fin de notre temps alloué pour ce webinaire. Pardon, Pierre, excuse-moi, oui. juste, il manquait une question. Oui, mais c'est bon, on n'aura pas le temps, Julie, c'est bon. Because I just wanted to say that there is something that we haven't really talked about in this whole concept of One Health. There is also the impact of climate change. And that's really going to also modify a lot of the conditions in this area of the world, because strangely enough, even if temperature are rising everywhere, we have noticed that rains are also more important now in the Sahel than they used to be. And for example, Philippe was mentioning this really high, a lot of rain in 2018. And one of the attendees was mentioning that this year also the rainy season was very important. And so what can we expect
what can be the impact of those really huge amount of rain on future problems of health, not only for wildlife but for livestock, and the transmission also between those two types of animals and also to humans. So again, I'm sorry, we don't really have time to answer, unfortunately, as we said before, to answer all the questions. But in terms of conclusion, again, I would like to thank everyone. As Julie said, everything is recorded, so you will be able to have access to the recording of the whole session on the YouTube channel of Sahara Conservation. Something also that you don't want to miss is the new issue of Sanskrit, which is a quarterly also a newsletter from Sahara Conservation. And this new issue is dedicated to the roles of veterinarians in the Sahel and Sahara region, especially in conservation biology. And again, you will find a lot of interesting information. Something also that we talked about also during all the presentations is the importance of capacity building and training the next generations of specialists, not only veterinarians, but also social scientists and people who are able to understand really the connection between animal, human, and environmental health. So again, I hope that you remember from this webinar that the take-home message is that really conducting a good conservation is a guarantee for good health for the animals and for the human populations, and that we really need to make sure that we keep protecting and having really healthy ecosystems in order to have sustainable populations, not only for animal populations, but also for humans. So, Julie, did you have anything else to add to close this webinar? No, I think you said everything. Thank you everyone for joining this webinar. I hope you find it interesting. Thank you to our speakers for making themselves available and for the precious presentation. And thank you, Pierre, for the amazing job you did at moderating everything. Oh, and thank you to the interpreters also. Thank you so much. Yes, thank you so much. Okay, and we will be in touch. Thank you. Bye. Bonne journée, au revoir.